ces gens-là. Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov était au Mali ce mardi? Quelle direction va-t-elle prendre l'alliance Mali-Guinée-Burkina? Des questions qui vont en tout cas occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, Adam Diko, directrice exécutive de l'AGCAD. Madame Maïga, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Nouhoum Sarr, président du parti FAD et membre du Conseil national de transition. Monsieur Sarr, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Troisième invité, Cheikhna Keita, il est président des GPS, Génération pour un peuple solidaire Kanyereye. Monsieur Keita, merci d'être là. Merci Barou et bonsoir. Quatrième invité, fraîchement, en tout cas nommé ou même nommé docteur aujourd'hui, Ngolo Diarra, il est enseignant, chercheur, passé docteur. Oui, passé docteur. Félicitations. Docteur, merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Comme je l'annonçais tout à l'heure, présenté comme historique pour les deux pays, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov était au Mali ce mardi 7 février. Pour certains, cette visite avait pour objectif afficher l'entente parfaite entre Moscou et Bamako, mais pour d'autres, c'était une visite à mettre dans le cadre de la relégation de la France aux oubliettes. Et Adam Diko, quel regard déjà vous portez sur cette visite très commentée du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov au Mali, une première pour certains? Oui, une première au Mali. Avant de commencer mes propos, je tiens à saluer tous les téléspectateurs de Renouveau TV. Effectivement, la visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali, c'est une première. On a l'habitude de recevoir des autorités russes, mais là, la personne du ministre, c'était une première. Mais ce qui est important à noter, c'est que cette visite rentre dans le cadre d'une tournée africaine. En fait, c'est pas comme ce qu'on avait cru comprendre comme une visite spéciale dédiée au Mali avec une forte délégation. Le ministre est venu avec la délégation ministérielle pour en premier temps inviter le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique qui est prévu en juillet, et aussi réaffirmer le soutien de la Russie par rapport à la lutte contre le terrorisme, notamment à travers l'appui d'équipements militaires et aussi la formation des militaires maliens. Je pense que cette visite s'inscrit dans ce cadre-là, donc je ne le vois pas dans le cadre d'une visite comme on essaie de le voir comme une visite qui va établir des bases solidaires par rapport aux échanges commerciaux, économiques, mais c'est plus une visite de réaffirmation de la Russie pour l'accompagnement du Mali, mais surtout d'inviter le chef d'État au sommet, et quelque chose qui a été quand même accordé. Ce que nous avons cru comprendre, c'est que le colonel Assimi Goïta a affirmé sa disponibilité à prendre part au prochain sommet Russie-Afrique. D'accord. Moussar, comme l'a dit déjà Adam, une visite à inscrire dans le cadre d'une tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe. Bon, cette visite rentre dans le cadre de la préparation du sommet Afrique-Russie qui va se tenir à Sochi. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Mali et la Russie partagent des relations depuis l'indépendance. C'était l'Union soviétique, c'était le Mali des indépendances. On a eu les rapports les plus intimes. Malgré que le Mali, dans l'histoire, a été ce pays qui a donné naissance aux non-alliés, c'est-à-dire ces pays qui n'ont pas pris part à la guerre froide, mais le Mali a développé des relations privilégiées avec l'ex-Union soviétique. Et aujourd'hui, dans le cadre de la coopération, la Russie assiste le Mali. Les militaires russes sont présents sur le territoire malien, des instructeurs qui appuient les FAMA. Et la Russie nous vend du matériel, ce n'est pas du don. Nous prenons l'argent du contribuable malien et nous achetons le matériel. Ce n'était pas gagné l'avance, parce qu'il y a quelques années, malgré qu'on ait notre argent, on n'avait pas des pays refusaient de nous vendre du matériel, ou soit si on commandait du matériel, on nous vendait du matériel qui est cloué au sol. Donc vraiment, la coopération, le partenariat entre le Mali et la Russie est un partenariat fiable. Où nous avons notre argent, nous évaluons nos besoins en équipement
les Russes nous vendent ces équipements, nous achetons avec l'argent du contribuable malien et ils nous assistent comme cela se fait dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. D'accord. Voilà. Avant de passer la parole à M. Keïta, j'attire déjà l'attention du réalisateur que le nom de Sergueï Lavrov est un peu écorché sur ce écran. Au lieu de W, c'est bien V au réalisateur. Déjà, Keïta. Merci Barou, je salue mes co-débatteurs, je salue l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV, d'ici et d'ailleurs. Et je dirais que c'est refaire l'histoire là où elle s'était arrêtée. Vous êtes sans savoir qu'au moment des indépendances, avec la rupture, bon, disons que la prise en charge du Mali par les pères fondateurs, Oui. La puissance coloniale nous avait, s'était un peu éloigné du Mali. Donc, ce fait, le Mali s'est tourné vers la Russie et ça a commencé par vraiment une très bonne coopération et dans plusieurs domaines, vous le savez très bien. Et pratiquement les premières industries et infrastructures de grande envergure au Mali ont été fournies par les Russes. Malheureusement, ce élan de coopération a été arrêté avec le coup d'État de 1968. Donc, l'histoire faisant la même chose avec la même reprise, les Français, une fois encore, mis hors du Mali. Donc c'est tout à fait normal qu'une coopération qui était déjà fructueuse en son temps, oui, qui avait permis au Mali d'avoir vraiment une armée en construction qui était une référence en Afrique, c'est tout à fait normal que cette coopération puisse se reprendre sur les mêmes bases. Et aussi, je dirais que cette visite-là, contrairement à ma soeur, moi je mettais cette visite-là sur une visite d'état, d'affirmation vraiment du soutien du peuple russe au Mali aujourd'hui, puisqu'on l'avait dit, un pays abandonné en plein vol. Sauf que le Mali n'était pas le seul destinataire. Non, oui, le Mali n'est pas le seul destinataire, mais vous avez vu toute la communication qui a été faite autour. Et aussi, le Mali est un pays avant-gardiste vraiment de la nouvelle politique russe en Afrique. Ça, il faut qu'on le dise, parce que c'est un pays avec lequel ils avaient déjà travaillé. Et c'est pour corriger une erreur qui a été faite, parce que Sergueï est venu, je pense bien, l'année dernière en Afrique. Donc, c'est pour venir témoigner au peuple malien son soutien et vraiment son attachement à l'histoire et garantir vraiment un avenir radieux pour le peuple malien dans la coopération entre le Mali et la Russie. Ok, Dr Diarra, à l'annonce de cette nouvelle, on croyait que le Mali était la seule destination du ministre Lavrov, mais finalement, c'était une tournée africaine. Évidemment, merci Omar, et bonsoir tout le monde. En fait, il faut quand même reconnaître scientifiquement ce qui est en train de se passer. L'Afrique est devenue un terrain de convoitise entre les grandes puissances, et c'est cette lecture qu'on peut faire scientifiquement. Et son arrivée ici, le Mali... Peut-être une base arrière pour Moscou de se préparer en Afrique, parce que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, vous avez vu, il fallait avoir le soutien d'autres pays, et que voilà, l'Afrique, la Russie compte beaucoup sur l'Afrique, sur toutes ses matières premières et sur tous ces importants éléments pour pouvoir vraiment préparer. Peut-être qu'une sorte de retour de ce qu'on a appelé la guerre froide, ou bien la division du monde en deux blocs, où les blocs sont en train de se préparer et concurrencer en réalité l'Afrique. Et c'est pas que, voilà, les relations Mali-Russie, ouais, certes, il y a là, mais il faut vraiment des bases arrière. C'est comme ça, c'est cette lecture qu'on peut vraiment faire scientifiquement. Et dans son discours, il a essayé d'être scientifique, il appelle au respect de la Charte des Nations Unies, il a critiqué les Occidentaux de mettre vraiment mal à l'aise l'application de la charte. Il va loin, mais juste après son départ, vous avez vu le Mali rapidement essayer de continuer avec les autres pays, et surtout les cas. On va en parler. Oui. Juste là, et là, les choses vont vite pour dire que il faut aller essayer de voir avec les organisations, l'organisation sous-régionale, voire même l'organisation. Donc la Russie veut juste avoir une considération. Et Sergueï a insisté sur la défense ou bien partir
sur la base du multilatéralisme, il en a parlé, que la Russie ne peut pas réussir seule tant qu'elle ne cherche pas à s'approcher des grandes entités telles que l'organisation sous-régionale. Il faut aussi, puisqu'il est question de multilatéralisme, il faut vraiment avoir un peu la même mise sur ces organismes-là. Donc c'est cette lecture scientifique qu'on peut faire pour le moment. Mais c'est cette lecture scientifique, on a quand même noté que la Russie ne s'est pas entretenue avec les organisations régionales et sous-régionales d'Afrique, mais plutôt des États bilatéraux. Évidemment, elle peut faire par l'entremise de ses partenaires en Afrique. D'accord. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comment on va en parler? Adam, vous demandez là. Oui, alors je voulais juste attirer l'attention parce que quand on parle de la relation Mali-Russie actuellement, on a l'impression qu'il y a eu un moment où il y avait une relation établie et que cette relation s'est fracturée et qu'aujourd'hui on est en train de reprendre cette même relation avec la Russie. Il est important de rappeler que les relations commerciales entre le Mali et la Russie, notamment sur la vente des armes, n'a jamais cessé. La Russie est le premier fournisseur d'armes au Mali depuis l'indépendance du Mali à nos jours. Aucun autre pays n'a fourni autant d'armes au Mali. Le Mali n'a pas acheté autant d'armes à un autre pays que la Russie. Donc ce n'est pas comme s'il y a un régime qui est venu à un moment donné qui a mis un terme à la relation entre le Mali et la Russie. C'est vrai que depuis le deuxième coup d'État, peut-être depuis après le deuxième coup d'État, qu'il y a eu plus d'action dans ce sens-là, ou que peut-être après que la Russie est rentrée en guerre avec l'Ukraine, et ça a commencé à partir de 2014, et à partir de 2014, la Russie a eu une démarche beaucoup plus proactive en Afrique. Adam, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, et juste pour dire qu'aujourd'hui, le Mali, tout comme certains pays africains, se trouve au beau milieu d'une guerre géostratégique au fait, entre les différentes puissances. Et c'est là où il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas voir la Russie comme notre sauveur. En fait, il n'y a pas de sauveur. Notre vrai sauveur, c'est nous. C'est-à-dire les armes qu'on achète avec la Russie, comme mon frère l'a dit, c'est des armes achetées par l'argent du contribuable. Et c'est acheté pour sauver le Mali et non pas pour sauver la Russie. La Russie ne vient pas chez nous pour nos beaux yeux. La Russie, comme le Mali, exploite aussi les ressources naturelles. Et la Russie est chez nous par rapport à cela. Donc, il ne faut pas voir cette relation comme aujourd'hui nous avons la Russie qui veut nous sauver. Non, la Russie n'a jamais été notre bourreau. La Russie a toujours été un partenaire commercial en termes d'armement pour le Mali depuis les années 1960 jusqu'à ces jours. Mais la Russie a une autre stratégie aujourd'hui en Afrique, et ça c'est depuis 2014 à travers ses activités militaires avec l'Ukraine. Et ça a commencé avec l'Ukraine, aujourd'hui avec le Mali, avec le Burkina, avec d'autres pays. Donc on se retrouve aujourd'hui au beau milieu d'une guerre géostratégique, et qu'à nous aussi de comprendre que personne de ces puissances-là, aucune puissance ne viendra nous aider juste avec nos beaux yeux ou parce que nous sommes des Maliens. D'accord. Sarr, il y a une certaine opinion qui pense, à tort ou à raison, que cette visite est aussi à mettre dans le compte de la relégation de la France aux oubliettes au Mali. Mais ça va, en fait, je voudrais dire à ma soeur, personne ne croit que les relations se sont arrêtées. Le Mali a toujours eu des ambassadeurs en Russie. Les étudiants maliens, l'essentiel des cadres maliens a été formé en Russie. Mais à une époque très récente, il se trouve que le Mali a entamé un processus de diversification des partenaires, ce qui est tout à fait normal. Nous avons commandé ici avec des États qui étaient nos partenaires, nous avons commandé des armes, mais ils ont pris notre argent, ils n'ont pas livré les armes. Ça s'est passé ici. On a refusé de nous vendre des armes. On nous a vendu des hélicoptères qui étaient interdits de vol en Europe. Et au finish, ces avions ont été cloués au sol. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, avec les Russes, nous amenons notre argent, nous établissons les critères techniques et nous achetons, on paye. On n'achète pas qu'avec les Russes, on achète avec les Turcs. On a acheté les drones TB2 avec les Turcs. Donc, dans les relations d'État à État, il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts. Aujourd'hui, quels sont nos intérêts? Nous avons besoin d'équipements pour nos forces de défense. Et les Russes ont des équipements en grande qualité. Regardez l'Algérie. 80% du matériel militaire algérien vient de Russie. Mais pourtant, ce sont des compagnies américaines qui exploitent le pétrole en Algérie. Donc les États ont des intérêts. Lorsque les intérêts convergent, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous dites que votre question, que c'est pour reléguer. Nous avons dit que nous sommes en conflit avec personne. Nous avons à un moment donné indiqué que nous sommes les maîtres de notre destin. Personne ne peut être au-delà de l'océan
et nous dire voici ce que vous devez manger, voici ce qu'il faut faire. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de guerre avec un pays, il n'y a pas de conflit. Nous avons dit les méthodes du passé, voici ce que ça nous a causé en tant que nation libre. Nous avons croupi sous 10 ans de guerre où des gens dépourvus de toute légitimité, on les a soutenus contre notre pays. On les a formés, on les a équipés et ils ont divisé notre pays. Mais nous ne voulons plus de ça. Nous avons indiqué que les partenaires qui sont venus nous aider pendant 10 ans, leur présence n'a pas amélioré la situation. La situation s'est aggravée. Il faut qu'entre partenaires, on s'asseye. Et un bon matin, ils se sont levés, ils ont dit qu'ils interrompent les opérations conjointes. Un autre matin, non, on va se retirer de façon unilatérale. Et voilà la réalité des faits. Aujourd'hui, la vérité, c'est que le Mali a refusé d'être un enfant qu'on manipule comme on veut. Nous voulons la souveraineté de notre pays, le retour de la paix et la défense des intérêts stratégiques du Mali. Quel que soit le partenaire, si c'est la Chine, si c'est au Japon, si c'est au Tchamtara qu'il faut aller pour avoir les ressources nécessaires pour ramener la paix, nous sommes disposés. Ce n'est que ça. Mais aucun pays n'est visé et aucun État n'est particulièrement visé. Nous défendons nos intérêts. Si demain, le pays auquel vous faites allusion revient à de meilleurs sentiments, accepte que le Mali est maître de son destin. Personne ne décidera encore à la place du Mali. Il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Keïta, lors de la conférence de presse conjointe animée par les deux ministres des Affaires étrangères, allusion a été faite à la France plusieurs fois au cours de cette conférence. Oui, ce qui me fait répondre un peu sur la première question, je dirais que c'est vrai, notre indépendance, notre souveraineté, c'est à nous, premièrement d'abord de garantir cette souveraineté, cette indépendance-là. Mais il va falloir comprendre que dans tout domaine, il y a de l'apprentissage et de la formation. Quand je disais ceux qui avaient une coopération militaire avec la Russie qui était très très fournie, et c'est les gens qui nous ont fourni nos premiers, c'est vrai, matériels militaires avec des instructeurs à la pointe, mais qui ont été arrêtés à la suite du coup d'État par les nouveaux dirigeants qui ont venu, ont fait un autre choix stratégique qui n'a pas été un bon choix pour le Mali. Donc c'est tout à fait normal. On n'a pas dit qu'on a arrêté. Mais pourquoi est-ce que l'armée a été dépouillée de tout pratiquement son matériel depuis 30 ans? Donc si nous revenons vers ces Russes-là, c'est parce que ce qui avait été commencé était déjà une bonne coopération. Donc pour revenir à votre question, mon camarade vient de le dire tout à l'heure. Nous sommes maîtres de notre destin. Donc à nous c'est nous qui savons ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Et quel est le partenaire avec lequel nous pouvons mieux négocier nos intérêts. C'est la Russie. Voilà. Bon, aujourd'hui, la Russie semble mieux positionnée et tout n'est pas question militaire aujourd'hui. Parce que la Russie, quand on entend un peu ce qui est en train de se passer autour de la primature, il y a des livraisons de produits pétroliers qui sont en cours, il y a des livraisons des céréales qui sont en cours, mais je dirais qu'il faut aller au-delà de cette coopération commerciale, parce qu'au lieu d'apprendre quelqu'un à manger du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Nous avons vraiment une zone, disons, des non-potentialités, que ce soit minière. D'ailleurs, la première société minière qui a été créée au Mali, c'est l'œuvre des Russes, la Sonarim. Donc, ces potentialités minières existent. Ces potentialités agro-silvo-pastorales existent. La Russie est un grand producteur de blé. Nous avons pratiquement tous les deltas central du Niger. C'est une zone propice à la culture du blé. Tombouctou, la région de Tombouctou est une zone propice à la culture du blé. Donc, moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, cette coopération, il ne faut pas qu'on quitte, comme dirait l'autre, entre la main d'un blanc pour aller se mettre dans la main de l'autre blanc. Mais c'est ce qui se passe. Non. Je considère plutôt aujourd'hui la transition aujourd'hui de partir dans un partenariat gagnant-gagnant avec des livraisons de produits clés en main. Ça veut dire que transmission du savoir-faire et puis pour que nous puissions être comme je pense des partenariats concrets. Oui, partenariats concrets, mais aussi que le Mali, compte tenu de l'histoire, puisse être aujourd'hui le pays sur lequel la Russie va s'appuyer pour étendre son expansion aujourd'hui, non seulement en Afrique de l'Est, mais dans les autres pays du continent. Et avec ce savoir-faire-là, militaire que nous avons déjà auparavant,
Donc je pense que et c'est même savoir-faire sont en train d'être repris, parce que quand on nous coûte un peu au niveau de l'armée de l'air, nous avons aujourd'hui des techniciens, nous avons aujourd'hui des pilotes et purement maliens, nous avons des Maliens qui s'occupent à peu près de la flotte qui sont en train de venir. Donc c'est un savoir-faire à concrétiser et à maintenir pour que vraiment la coopération puisse être à l'avantage du Mali. Ok. Monsieur Dr Diarra, vous qui êtes expert en relations internationales, est-ce que en suivant une certaine opinion malienne, est-ce qu'on n'est pas en train de trop compter sur la Russie pour... Évidemment, c'est ça et l'inquiétude. En tout cas, Bamako gagnerait trop et si Bamako cherche à assainir ses axes diplomatiques. Axe Bamako-Moscou, on risque de s'interroger, est-ce que le Mali aujourd'hui n'est pas devenu un pays aligné? Mais bon, M. Diop a souligné ça en disant que voilà, donc c'est dans le cadre de la diversification des partenaires. Mais il y a certaines règles en relations internationales et Moscou, aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a des rivalités entre Moscou et l'Occident et ces réalités sont là et l'ami de mon ennemi, les règles sont là et mon ennemi, généralement ces règles sont évoquées et en relation internationale, comme Karl Haushofer enseignait, chaque État cherche le Lebensraum, l'espace vital. Est-ce que le Mali n'est pas le Lebensraum de Moscou actuellement? Mais certes, Bamako se défend, mais il faut assainir ces relations et travailler scientifiquement par rapport aux problèmes intérieurs. Le ministre Lavrov a touché du cas de l'accord d'Alger. Moscou se bat pour des questions de minorités au Crimée et le même problème existe ici. Et quand il était là, l'Union européenne était tout juste au Niger. Au même moment, la France était dans une conférence de défense avec la Mauritanie. Entre-temps, de l'autre côté, la question séparatiste est là. Le président de la CEMA nomme un chef d'état-major, les choses se précipitent effectivement et juste là, comment est-ce que les chancelleries sont en train d'étudier les choses? Donc il faut que Bamako travaille scientifiquement et pendant tout ce temps, depuis l'avènement de 2020, le Mali n'a pas su imposer sa vision devant la communauté internationale. On a eu la chance d'être à l'ONU 2 fois. Il fallait scientifiquement montrer ce qui est en train de se passer, la gestion du conflit armé malien. Est-ce que ça est en train de se passer dans le plus grand respect du droit international? Parce que Moscou tient beaucoup cela. Donc il faut voir tous ces problèmes intérieurs pour ne pas vraiment faire des erreurs diplomatiques. Ok. Dr Diarra a quand même apporté un regard scientifique à ma question. Alors moi c'est plus un regard à société civile sur la situation et je pense qu'il faut faire attention. Et il y a des propos qu'on dit qui moi c'est ce qui constitue le danger. Quand mon voisin dit que la Russie peut s'appuyer sur le Mali pour étendre son expansion en Afrique, je pense que c'est là carrément livrer le Mali à la Russie comme étant ce pays-là qui va aider la Russie à étendre son influence. Encore une fois, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à nous retrouver être le centre de cette guerre géostratégique entre ces puissances. Ces puissances utilisent les mêmes méthodes, les mêmes ressources naturelles, les mêmes stratégies pour étendre leur influence. C'est une guerre d'influence entre eux. Nous, on est à la recherche de notre survie. La recherche de notre survie fait que nous devrons travailler avec tout le monde dans le respect de notre souveraineté, bien sûr, mais dans le respect aussi des règles de l'art et des droits humains. Donc, ne pas accepter être une passerelle pour une puissance, pour que cette puissance puisse s'exploiter. Quel que soit le problème que nous avons avec d'autres puissances, parce que ces puissances ne travaillent que pour étendre leur influence. Donc nous n'avons pas intérêt à nous retrouver au beau milieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter les erreurs du passé. Nous nous rappelons tous encore en 2012-2013 comment est-ce qu'on a applaudi ici la France. C'est à la limite comme si on livrait le Mali à la France, au fait, comme si on devenait une partie de la France. Aujourd'hui, c'est un peu le même euphorie qui est là. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention dans le sens où il ne faut pas qu'on se livre aux Russes sans réserve. C'est-à-dire qu'il faut que notre partenariat avec la Russie reste dans un partenariat d'égal à égal, un partenariat axé sur des axes stratégiques bien connus.
on dit aujourd'hui que le Mali achète beaucoup d'armes avec la Russie. Il est important que la population malienne aussi connaisse les termes de ces contrats avec la Russie. Ce n'est pas seulement parce qu'on achète des avions avec la Russie, mais à quel coût? Qu'est-ce qui est demandé en retour? Qu'est-ce que la Russie veut en retour? Parce que la Russie ne vient pas pour nos beaux yeux. Donc, impliquer la société dans la gestion des affaires, y compris dans la gestion stratégique, pour permettre aussi à la société de pouvoir faire ce contrôle citoyen et de pouvoir... On sait aussi quand même que le secret défense quand même couvre certains marchés. Barou, tu me permets, mais le prix des armements et tout ce qui a acheté n'a jamais été un secret de défense. Ce n'est pas un secret de défense. C'est pas connu. Au fait, aujourd'hui, on parle de la présence des instructeurs, des instructeurs russes au Mali pour former l'armée malienne ou autre. Mais il y a plus de spéculation, il y a plus de... Oui, mais on va peut-être laisser nous édifier par rapport à tout ça. Pour l'aider à mieux me répondre, on serait intéressé de connaître les termes de ces contrats de partenariat avec la Russie. Qu'est-ce que la Russie prend chez nous et qu'est-ce que la Russie nous donne en retour et comment est-ce que ça s'est évalué? Oui, qu'est-ce que la Russie prend? Je voudrais rassurer ma petite sœur que tant que nous serons là, on ne va pas se livrer à un pays. C'est pas possible. Je vous dis, il y a un problème structurel. Notre armée, depuis plusieurs années, a été malmenée par des dirigeants qui n'ont pas su prendre les décisions pour qu'elle soit une armée à même de défendre le territoire national. Les gens se sont levés, ils sont allés acheter des armes et on a amené des munitions qui ne correspondaient pas à ces armes. C'est comme ça que les gens sont tombés à Sombi. Les militaires dans le camp avaient des armes, on leur a envoyé des munitions qui ne correspondaient pas parce qu'on a donné le marché à un banana quelque part. Donc aujourd'hui, il est clair que l'armée a décidé, au regard du fait que le territoire est vaste, de développer l'armée de l'air. Et c'est comme ça, on achète des armes avec les Russes, on achète des avions. 12 milliards, on a acheté, le ministre de la Défense a annoncé, 12 milliards nous ont permis d'avoir 4 hélicoptères. Le prix des armements, c'est connu. Sauf que les termes ne sont pas vulgarisés. Non, le prix des armements, c'est connu. Et c'est quoi? Qu'est-ce que les Russes gagnent? C'est important. Ils gagnent de l'argent. Nous payons. Nous ne fabriquons pas ces armes. Nous payons les armes. Ils ont les armes. Quand ils fabriquent, ils ont les prix de vente, il y a les prix de revient, il y a les bénéfices. Ils font des bénéfices, c'est sûr. Mais nous gagnons aussi parce que nous avons cette technologie. Nous arrivons à former nos hommes. Sinon, le fond de son inquiétude, c'était de savoir est-ce qu'il y a des redditions de comptes à ce niveau déjà. Mais vous savez, on ne peut pas gérer un pays sans reddition de comptes. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est ce qui Moi, se je passe? vous dis, 12 milliards, on a acheté 4 hélicoptères de combat. Ici, ça s'est passé, le ministre de la Défense, il a dit clairement à la télé, devant tout le monde. D'accord. Je vais vous dire, sous cette transition, je ne dis pas hier, l'époque où on pouvait surfacturer, détourner de l'argent ou faire des commissions, rétro-commissions, c'est révolu. Encore faut-il voir la facture. Mais je vous dis, là, c'est connu, les prix sont connus. Tous ceux qui évoquent ça, parce que les gens, moi je vous dis, permettez-moi de terminer. Ma mère m'a toujours dit que les gens jugent les gens à travers eux-mêmes. Ceux qui ont eu à gérer, ils savent comment ils l'ont fait. Donc ils estiment que parce que d'autres gèrent, c'est comme ça ils font. Moi je vais vous dire ici, pour terminer, tous ceux qui vont parier avec l'argent du contribuable malien, ils vont rendre compte. Qu'ils soient dans la transition ou pas, ils vont rendre compte. Moi, ce que je veux que vous compreniez, la phase dans laquelle aujourd'hui le Mali est, c'est... Nous sommes en train d'abord de chercher notre peau contre le complot international qui a été orchestré contre le pays-là. Donc, quand je dis que la Russie doit s'appuyer sur le Mali, la France ne s'est-elle pas appuyée sur le Tchad pour mener sa riposte antiterroriste? Ce n'est pas les Tchadiens qui sont venus combattre au Mali ici. La France ne s'appuie-t-elle pas aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire? Avant, on parlait des précarés français. Ça, c'est le domaine du business. Aujourd'hui, est-ce que le Mali n'a pas intérêt à avoir une industrie d'armement pour revendre ensuite? Ça se passe partout dans le monde. Étant un des premiers partenaires historiques de la Russie, c'est à notre avantage de cesser ces genres d'investissement. Non seulement ça crée de l'emploi, mais ça donne aussi une puissance au pays. Et je vous dis, qui veut la paix prépare la guerre. Non, je vous en prie. Ils ont eu assez de temps de parler. Donc, ce que moi je suis en train de vous dire aujourd'hui, pour pouvoir gagner
la bataille de l'économie, il faut gagner cette bataille de la guerre qui nous a été imposée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des poches de résistance jusqu'à présent, mais les capacités aujourd'hui opérationnelles de l'armée malienne ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 30 ans. Ça, c'est clair et net. Donc, tout pays, ça peut être dissuasif, non seulement, mais aussi, il faudrait qu'on recouvre l'entièreté de notre territoire. Quand mon camarade a parlé tout de suite des changements, de nouveaux regroupements qui sont en train de se créer, c'est parce que la donne militaire est en train de changer. Et aussi, je voudrais vous dire, attirer l'attention, quand vous parlez des droits de l'homme, le docteur vient à parler des droits de l'homme. Mais n'est-ce pas que des militaires maliens ont été égorgés? Est-ce que chaque jour on ne tue pas des militaires? Non, je n'ai pas évoqué les droits humains ici. Je n'ai pas touché d'abord aux droits humains ici. On ne tue pas des militaires maliens? Quelle puissance internationale vous avez vu répondre à ces soucis-là? D'accord. Et pour terminer, aujourd'hui nous sommes dans une phase de stabilisation. Et cette stabilisation-là, tout dépend du facteur militaire. Et ensuite, le reste suivra. D'accord, c'est bien compris. Allez-y. Oui, il est question de diplomatie. J'ai dit qu'il faut vraiment chercher à assainir vraiment nos actes diplomatiques. Bon, achat des armes, avoir des armes, est-ce que c'est la solution? Il faut vraiment quand même travailler sur ça. Et Barou, on était en 1956, lorsque l'URSS a donné beaucoup d'armes à Gamal Abdel Nasser pour protéger les canaux de Suez. On était en 1956. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Serbie? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces armes ont été pratiquement pulvérisées par Israël. Donc, achat d'armes, c'est pas ça. Mais des erreurs diplomatiques conduisent vraiment à des situations très, 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 très chaotiques. Donc, ça, il faut vraiment beaucoup calculer à cette heure. Juste revenir sur un aspect, parce que quand je demandais un peu les termes de ces contrats, pas que des contrats d'acquisition. On a des militaires russes au Mali. Ça, c'est la version officielle qui est donnée, notamment pour la formation des militaires et autres. Il est important que les populations soient au courant de ça. Je voudrais aussi qu'on arrive à quitter à un stade où on a l'impression qu'il y a toujours cette guéguerre entre ceux qui géraient avant et ceux qui géraient maintenant. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre au centre ceux qui n'ont jamais géré. C'est-à-dire nous, sociétés civiles, qui ont toujours dénoncé. Nous avons dénoncé les pratiques des IBK et nous continuons à dénoncer ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de cela, parce que sinon ça risque d'être un débat entre ceux qui ont géré et ceux qui sont en train de gérer. Et au final, ceux qui n'ont jamais géré, ils sont oubliés. La troisième voie serait absente. Et pourtant, c'est cette voie-là qui doit être comptée. Parce que cette voie, c'est la voie qui compte. C'est cette voie qui existe. C'est cette voie qui doit être protégée. En fait, sauf que, Adam, s'il vous plaît, sauf que pour les autorités de la transition, cette société civile est visiblement instrumentalisée par les puissances étrangères. Ça a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est un autre débat. Parce qu'on a vu aussi des sociétés. On a vu chaque régime qui est venu au Mali a créé sa propre société civile. Ça l'a instrumentalisé. Les mêmes pratiques continuent aujourd'hui, malheureusement. Donc ça aussi, c'est une autre réalité qu'il faudra aussi rappeler. L'autre chose qui est que le Mali soit, je reviens là-dessus, parce que ça, c'est l'une des craintes que moi j'ai. Que le Mali soit ce centre d'expansion de l'influence russe. Je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce que la France a fait avec le Tchad et ainsi de suite. Aujourd'hui, on essaye d'établir de nouvelles relations saines par rapport à notre pays. Il ne faut pas prendre des exemples sur des choses qui n'ont pas bien marché. On parle de la survie du pays, on parle de la survie de notre nation. C'est extrêmement important. Mais ce que je vais attirer l'attention pour dire que l'intervention, je l'ai toujours dit, l'intervention militaire étrangère ou la fourniture d'armes n'a jamais résolu un problème. Nulle part au monde. Ça n'existe pas. Les armes ne peuvent pas amener la paix. Aujourd'hui, on est en train de nous armer, c'est vrai. Mais la crise qui se passe dans notre pays, elle va au-delà de l'aspect militaire. C'est une crise de gouvernance, c'est une crise de développement. Vous avez beau amener des avions, des militaires sur place, si les populations n'ont pas accès aux services sociaux de base, le groupe djihadiste continueront toujours à s'agrandir. Donc il est important de ne pas seulement se focaliser sur l'aspect militaire. Notre coopération aujourd'hui avec la Russie, elle est exclusivement militaire.
Et ça ne nous arrange pas. On doit étendre nos interventions, nos coopérations pour que ça touche les aspects économiques, les aspects liés à l'accès aux services sociaux de base pour permettre aux populations et surtout aux jeunes de pouvoir quand même avoir un avenir et de l'espoir pour ce pays. Dans les sièges du départ du ministre des Affaires russe du Mali, on a assisté en tout cas à une redynamisation ou sanction. En tout cas, une grande vague de nominations a été enregistrée ce mercredi au sein des forces armées maliennes. Cette nomination aussi, ce mouvement, ce grand mouvement au sein de l'armée a été largement commenté aussi par les Maliens. Bon, c'est normal, hein. Tu sais, une armée, une administration, on change de place, on est aujourd'hui là, c'est ça le fonctionnaire. Le fonctionnaire sert le pays, il sert la nation et il sert là où on lui demande de partir. Donc, je crois qu'il n'y a pas de... Certaines mauvaises langues parlent d'un malaise au sein des forces armées. Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, l'armée malienne est en forte cohésion. Elle est en opération, nous lui rendons hommage. Les chefs militaires assument leurs responsabilités. Et moi, je le dis parce que j'ai accès à certaines informations. Les chefs militaires, on n'a aucun reproche à leur faire aujourd'hui. Maintenant, le reproche, c'est peut-être sur le plan de la gouvernance avec certains. Et ça ne relève pas forcément des chefs militaires. Ils ont fait confiance à des gens. Mais ce que je veux dire, l'armée malienne, elle est unie aujourd'hui. Elle n'a qu'une seule préoccupation, c'est comment faire pour recouvrer l'intégrité du territoire, pour amener la paix. Nous avons un territoire vaste. Nous avons 50 000, 52 000 hommes. C'est quasiment insuffisant. Nous recrutons tous les jours, du début de la transition à aujourd'hui. Lorsque la transition venait, l'armée malienne, c'était 20 000 hommes. Aujourd'hui, c'est 50 000 hommes. En 2 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Et moi, je voudrais rassurer que nos forces de défense sont dans une posture aujourd'hui de nous défendre, malgré les difficultés. D'accord. Et pour rassurer ma soeur, le Mali ne sera pas le terrain d'affrontement de puissance. Nous ne l'admettrons jamais. La preuve, il y a eu des sanctions à l'ONU contre la Russie. Le Mali n'a pas voté contre, n'a pas voté pour. Le Mali s'est abstenu. Ça a tout son sens parce que nous sommes le pays des non-alignés. D'accord. Mais pour ce qui est de la coopération sur d'autres angles, il a parlé d'hydrocarbures que les Russes vendent et tout ça. En Afrique, en Afrique, 99% des hydrocarbures consommés en Afrique viennent de Russie. Il y a ce qu'on appelle le système de trading avec Trafigura. Ce sont des sociétés européennes qui vont acheter en Russie. On transite un peu par l'Europe et on vient. Donc, il n'y a pas... Aujourd'hui, quelle est leur expertise? C'est militaire. Ils ont les armes. Nous avons besoin. Les Turcs ont la technologie des drones. Donc vous êtes en train de nous ramener en arrière. Donc voilà, je vous dis, franchement, c'est une... l'armée est dans une posture de cohésion, de combat et surtout de quête permanente de la paix. Mouvement au sein de l'armée, sanctions ou redynamisation? C'est comme un plan d'affaires. Tout est prévisible. Il y a des étapes pour chaque... Il y a des périodes pour chaque phase. Certainement, ceux qui ont été nommés répondent certainement à la phase qu'ils vont entamer. Cela ne veut pas dire que ceux qui étaient là n'étaient pas bons. Ils ont bien accompli leur mission. Absolument. Donc maintenant, à eux de laisser la place à d'autres personnes pour pouvoir poursuivre. Et je ne suis pas militaire, mais l'opération, c'est quoi? Télécroix qui va commencer, non? Bien sûr. Avant, c'était Keleti, je ne sais pas le nom de l'opération. Voilà, maintenant, c'est l'opération Télécroix qui va commencer. Certainement, ils ont mis en place des dispositifs qui doivent être gérés par de nouvelles personnes. Donc, c'est tout à fait normal que dans la vie même d'une institution, même au sein de nos propres sociétés privées, il arrive des moments où vraiment on fait des mutations. Donc, en fonction des compétences, il y a de nouvelles tâches qui sont assignées. Docteur Diarra, votre commentaire par rapport à ces grands remembrements de la chaîne de commandement de l'armée? Bon, d'abord, une pensée à tous ces militaires qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Et, au fait, ces chefs d'état-major, je les connais mieux. J'ai fait des activités scientifiques avec eux et je crois qu'au sein de l'armée, il n'y a vraiment pas de soucis, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème et on les salue parce que grâce à leur cohésion, on a à ce niveau, le Mali n'est pas devenu ce Mali à la puissance 1000 et je crois bien, lui qui est parti, qui est chef maintenant de la gendarmerie, il était au niveau de sécurité militaire, c'est un gendarme, il est parti chez lui,
pays. Donc c'est juste, je pense que ces remaniements, c'est positif. C'est positif, ça je n'ai pas vraiment de commentaires à ce niveau. Adam, alors qu'on s'attendait à un remaniement ministériel, c'est finalement un remaniement militaire qu'on a assisté. Moi j'avoue que c'est plutôt le timing, le timing de ce remaniement qui peut amener à se questionner, parce que c'est arrivé à un moment où on a quand même assisté à cette fusion des groupes armés rebelles à Kidal, et aussi qui a quand même été précédée par une visite de Yad Agali en personne à Kidal. La réponse du berger à la bergère. Donc, on ne sait pas. Je ne suis vraiment pas dans les secrets de Dieu. Et moi, je fais entièrement confiance à mon frère qui a beaucoup plus d'informations que moi sur ça et qui trouve que c'est bien normal. Mais en tout cas, moi, je dis le timing peut amener à se poser des questions si c'est une stratégie d'offense ou quoi. Mais je ne crois pas qu'il y ait de problème de leadership ou autre. Mais quand même, le timing colle avec d'autres événements qui se sont succédés dans le pays. D'accord. Les ministres des Affaires étrangères maliens, guinéens ont participé à un mini-sommet ce jeudi 9 février à Ouagadougou auprès de la chef de la diplomatie burkinabé. Et depuis, les commentaires vont bon train sur les intentions réelles de ces trois pays en transition. C'est d'abord trois pays en transition, trois pays dirigés par des militaires et trois pays qui sont suspendus de l'organisation communautaire, la CEDEAO. C'est normal que lorsqu'on partage des difficultés, qu'on se mette ensemble pour tirer les leçons des uns et des autres, pour voir là où ça marche chez celui-là, là où ça ne marche pas, et pour voir comment mettre en synergie nos ressources pour faire face aux défis du moment. Sauf qu'on est obligé de pousser un peu la réflexion un peu plus haut quand on sait qu'avant même ce sommet, il y avait ce premier ministre de la transition burkinabé qui a quand même jeté cette petite phrase de l'idée d'une fédération, par exemple. Mais il a exprimé un point de vue, un souhait. C'est normal. On ne peut pas empêcher quelqu'un c'est une excellente chose. Le Mali, dans sa constitution, a dit que nous sommes prêts à renoncer à tout ou partie de notre souveraineté au profit de l'unité africaine. Donc, il a enfoncé une porte déjà ouverte. Le Mali est dans cette disposition-là. Maintenant, techniquement, comment c'est possible? Est-ce qu'il faut aller d'abord vers un partenariat plus élargi? Aujourd'hui, les avions de combat maliens opèrent sur le territoire. Ce mini-sommet est un préalable à cette éventualité de fédération? Mais non, pas forcément. Pas forcément. Je dis, le mini-sommet avait un objectif qui est de mettre en commun les ressources pour faire face aux défis. Quand on prend les trois pays, on n'a pas forcément les mêmes défis. Mais le Burkina et le Mali partagent quand même la question sécuritaire. Nous sommes assaillis par les groupes djihadistes. Et nous sommes aujourd'hui en train de donner la plus belle leçon de coopération militaire pour faire face aux groupes terroristes. Je vous dis, l'armée malienne est aujourd'hui en opération sur le territoire burkinabé. Ce n'était pas gagné à l'avance. Ce sont des Tucano maliens, des albatros maliens qui frappent les terroristes sur le territoire burkinabé et les militaires burkinabés font le travail sur le terrain. Ce n'était pas gagné à l'avance. Nous n'avons jamais pensé qu'un jour, notre armée, malgré les difficultés, va aller intervenir sur un autre territoire pour défendre. Dans le cadre du G5 ? Non, dans le cadre du G5, nous ne sommes plus membres du G5. Nous ne sommes plus membres du G5 et ça, c'est un autre débat parce qu'on nous a retiré notre droit de présider le G5. On a dit nous, on n'est plus là-dedans parce que nous sommes un peu plus dignes quand même. Donc, aujourd'hui, le G5, il n'y avait pas ces moyens aériens. Personne n'avait pas ça. On parlait seulement, il faut se mettre ensemble. Ça n'a jamais rien donné. Mais des femmes ont été enlevées au Burkina. L'armée malienne a pris en tenaille ces terroristes et on a libéré ces femmes-là. Ce sont les Burkinabés qui l'ont dit, nous on ne l'a pas dit. Les troupes maliennes sont aujourd'hui sur le territoire burkinabé. Ils sont en opération. Sinon, le fond de ma question, c'était de savoir si l'idée d'une fédération se cachait derrière un tel sommet. Je vous dis, c'est une fédération. Cette idée a été émise par le Premier ministre burkinabé. Oui. Et c'est une porte ouverte. Qui n'a pas été mal accueillie. C'est une porte ouverte, parce que c'est notre constitution qui dit ça. Notre constitution dit qu'on est prêt à renoncer à notre souveraineté au profit de l'unité africaine.
Et si il faut que toute l'Afrique se mette ensemble en fédération, c'est pas le Mali qui dira non, parce que le Mali l'a déjà mentionné dans sa constitution. Donc c'est une excellente idée. Maintenant, techniquement et de façon pratique, comment la mettre en œuvre? Je crois qu'il y aura des commissions de travail, il y aura des comités de réflexion, les scientifiques vont apporter la société civile, les politiques, et ensemble on verra, parce que c'est uni qu'on est plus fort. Désunis, bon, je ne dirais pas qu'on est faible, mais on n'ira pas loin. Certains pensent aussi qu'il s'agit d'une provocation à la CEDEAO, par exemple. Non, moi, c'est une alliance stratégique où chacun des trois pays tire un peu ses avantages. Aujourd'hui, les nouvelles orientations des autorités burkinabées, comme on le dit, qui sont en train de l'orienter vers la Russie, font qu'avec la distance qui est en train de se créer entre le Burkina et la France, donc c'est tout à fait normal que le Burkina cherche un nouveau port pour ses appareils militaires qui vont certainement être russes dans les jours à venir. Parce que la majeure partie de ces équipements transités par la Côte d'Ivoire, donc qui est un des soutiens d'État de la France. Donc au point de vue militaire, c'est une alliance qui arrange déjà ici le Burkina. Et aussi, comme on l'a dit, c'est vrai, l'idée de fédération, ça c'est à un autre niveau qui doit être débattu dans les conditions constitutionnelles normales. Mais les populations vivent déjà la fédération. Et dans ces trois pays, même au-delà, l'Afrique est déjà une fédération. C'est seulement les barrières politiques qui sont en train de séparer les différents peuples africains. Okay. Maintenant, n'oubliez pas aussi que ces trois pays, ça peut faire peur. Ces trois pays font à peu près 57 à 60 millions d'habitants. Donc économiquement, il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent être faits. Donc et le fait déjà, la coopération militaire qui vient déjà de commencer à ouvrir des portes, donc sur le plan économique et aussi l'intégration des différents peuples. Je pense que ce qui doit être fait d'abord, c'est déjà mettre les différentes populations dans de bonnes conditions de voisinage et d'intégration. Ensuite, le reste viendra. Ok, docteur, certains disent également qu'il s'agit pour ces trois pays de se mettre ensemble pour mieux faire face à la CEDEAO, par exemple. Évidemment, c'est une lecture, mais il y a une autre lecture. Le ministre des Affaires étrangères... diplomatique cette fois-ci. Oui, diplomatique, oui, effectivement. Le ministre des Affaires étrangères russe a rappelé lors de son intervention le respect de la Charte des Nations Unies. Et voilà, il faut quand même retenir que la CEDEAO trouve ces organisations trouvent leur valeur juridique dans la Charte des Nations Unies. L'article 52, 53, 54 de la Charte autorise la création de ces organismes. Est-ce que c'est pas soufflé à ces États de se rassembler et essayer de voir comment retourner dans la CEDEAO, mais cette fois-ci faire en sorte que la CEDEAO soit du côté de Moscou. Juste là, il y a de ces choses qu'on appelle la diplomatie souterraine. Et quand ces États essaient de faire quelque chose ensemble, ça pourrait être bien parce que la Guinée est au bord de l'Atlantique, ça peut aider ces deux autres pays-là. Mais sauf qu'il y a les vieux contentieux, vous savez, les Mali et les Burkina Faso s'étaient trouvés dans le cadre, dans un différent transfrontalier, les bandes d'Akacher, Sikasso, et ça a été tranché par la Cour internationale de justice. Il y a ces vieux contentieux qui sont là, mais il faut quand même revoir quel type de partenariat, comment la fédération ça va se faire, mais généralement, ce genre de fédération, ça ne fait pas long feu. D'accord. Adam, est-ce qu'on peut dire désormais l'alliance Mali-Sénégal-Burkina versus CEDEAO? Mali-Guinée, oui. Moi, franchement, le Sénégal, c'est peut-être un lapsus révélateur. Oui. Moi, je le mets plus dans le cadre d'une rencontre d'échange et aussi des plaidoyers. En fait, quand on lit un peu la déclaration qui est sortie de cette rencontre, c'est plus une déclaration de plaidoyer. Le plaidoyer par rapport au retour de ces pays dans les instances de prise de décision sous-régionales et aussi régionales, notamment la CEDEAO et aussi l'Union africaine. Et c'est aussi, ils ont rappelé les défis auxquels ils sont confrontés, la nécessité d'agir ensemble et tout. Et ce qu'il faut rappeler et noter, c'est que le travail entre ces trois pays, ou disons quand même le travail militaire entre le Mali et le Burkina, ça n'a jamais, je ne pense pas qu'il y ait eu une période où c'était suspendu. On se rappelle encore que dans le cadre du G5 Sahel, il y avait eu un moment des avancées où les militaires maliens
pouvaient faire des interventions sur le sol burkinabé, que des militaires burkinabés poursuivaient même des terroristes jusque sur le sol malien. Aujourd'hui, il est important d'intensifier encore ces actions transnationales pour permettre de traquer les ennemis de ces pays, mais aussi par rapport à la commerce. Nous savons aujourd'hui que l'axe Guinée, passant par Bamako et Ouaga, notamment à travers le train, ne peut qu'être bénéfique aux populations de ces trois pays, parce que, rappelons-le, que le Mali et le Burkina sont des pays quand même enclavés. Donc c'est des pays qui ont besoin de plus d'ouverture avec ces pays-là. Le fait que l'axe Bamako-Guinée ne marche pas, c'est plus un poids sur le Mali, et notamment sur les commerçants maliens. Donc moi je le mets plus dans le cadre d'une rencontre de perspective de voir dans quelle mesure il faut améliorer les échanges commerciaux, mais aussi par rapport à la lutte contre le terrorisme, parce que la Guinée aussi aujourd'hui ne veut pas commettre les mêmes erreurs comme le Burkina ou autres, à attendre que la crise djihadiste s'installe chez eux pour pouvoir commencer à intervenir. Mais après, je ne le vois pas du tout d'un œil d'affrontement ou de provocation entre ces pays et la CEDEAO, et je pense même que nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à ouvrir d'autres fronts. C'est-à-dire ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment véritablement mener ce plaidoyer diplomatique pour le retour de nos nations dans les instances de prise de décision de ces organismes, parce que les décisions qui sont prises là-bas nous concernent et que nos pays constituent aujourd'hui les noyaux de beaucoup de crises dans la région ouest africaine, et que certaines décisions ne peuvent pas être prises sans notre présence. D'accord. Peut-être dernier tour de table peut-être sur cette affaire dite Aminata Cheikh Dicko, qui passe aujourd'hui un mauvais temps après son intervention à la tribune des Nations Unies, si vous voulez, devant le Conseil de sécurité de l'ONU Moussar. Avez-vous suivi cette affaire aussi? Bon, bien sûr, comme tout le monde, c'est un incident malheureux. Je crois que si Madame Dicko avait mesuré un peu tout ceci, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas fait cette déclaration. Mais ceci dit, je crois que pour nous, c'est du passé. Et j'ai un esprit réfractaire à tout léchage de la gente féminine, quoi. Je suis réfractaire à ça. Je pense si éventuellement c'est une infraction qu'elle a commise, les lois de la République sont là pour tout le monde, et elle viendra répondre si c'est une infraction qu'elle a commise. Pour le moment, je n'accepte pas qu'on puisse quand même porter atteinte à la dignité d'une personne, notamment d'une femme. D'accord. D'une femme, voilà. Monsieur Keita? Oui, c'est vrai, c'est une femme, mais il faudrait aussi mesurer ses propos et le contexte et les périodes. Oui. Le Mali est dans une situation aujourd'hui où le thermomètre bout. Donc moi je pense qu'en tant qu'intellectuel, des déclarations qui peuvent être de nature à s'aimer le trouble, parce que nous avons une population 80% qui est analphabète. Donc l'interprétation est très très difficile. Et ça c'est vraiment l'erreur qui est la sienne. Elle ne devait pas, sincèrement, à mon avis, si elle était vraiment dans des droits légitimes, d'après ce que les autorités ont dit, et tous les bruits qui ont couru après elle, c'est parce qu'elle a agi de manière illégale. D'après ce que les autorités ont dit, ils ont apporté la preuve aussi de cette illégalité-là. Donc normalement, quand tu sais que tu es dans une situation comme ça, oui, et que aussi un bon fils du pays, au sens propre du terme, dans les périodes vraiment troubles, il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, même si c'est vrai, il faut mesurer la période, il faut mesurer le temps. Elle ne doit s'en vouloir qu'à elle seule. Elle ne doit s'en vouloir qu'à elle seule. Je pense aussi qu'elle n'est pas pourchassée, elle est tout simplement cherchée pour venir répondre des actes qu'elle a posés, parce que selon les autorités, elle a enfreint aux lois de la République. C'est ce que moi j'ai appris. Monsieur Dr Diarra. Bon, juste là, il faut quand même accepter les critiques. C'est dur, mais il faut quand même comprendre aisément. Ici, nous avons la mission des Nations Unies. Il y a la division des droits de l'homme et de protection dirigée par Guillaume Gueffa. Ces rapports sont largement suffisants pour que le Mali et les Nations Unies essayent de voir par rapport aux réalités sur le terrain en fonction de l'application du droit international humanitaire. Bon, si c'est avéré que de quelle nature elle s'est retrouvée aux Nations Unies, alors ça a coûté vraiment à Guillaume Gueffa. Mais bon, c'est
certes, ce n'est pas une affaire qu'il faut vraiment en faire de tollé, mais ce que le Mali doit rester dans ses réalités et faire face de façon scientifique au problème. Et je pense que le Mali a écrit à plusieurs niveaux pour répondre les rapports des Nations Unies en fonction du respect du droit international humanitaire et des droits humains. Au ministère de la Défense, le ministère s'est beaucoup battu pour voir ces allégations et trouver vraiment des solutions nettement définies à tous ces débats autour du droit international humanitaire. Adam, de par votre expérience, que peut-il se passer dans la tête d'une dame qui se retrouve au milieu d'une telle pression, par exemple? Beaucoup de choses, mais déjà, ce que je vais rappeler, je pense que de plus en plus, il y a ces atteintes aux libertés d'expression. Ça, il faut le dire, parce que la société civile n'est pas fan club des régimes, en fait. La société civile n'est pas là pour dire tout va bien ou tout ne va pas bien. La société civile, elle doit apporter son avis, et on n'a pas besoin d'être organisé en association, en ONG ou autre. Chaque personne porte sa propre voix et chaque personne est légitime de parler de la situation de son pays. En fait, ça, c'est le droit international. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher à une personne de parler d'une situation. Donc ça, c'est un droit international. Donc on ne peut pas juger de sa légitimité pour dire qu'elle n'était pas légitime de parler de ça. En plus de cela, qu'est-ce qu'elle a dit qui pose problème? Parce que finalement, ce qui pose problème, c'est plus sa personne que ce qu'elle a dit. Parce que ce qu'elle a dit, elle s'est basée sur des rapports. Elle s'est basée sur des rapports, elle s'est basée sur des faits, et elle n'a pas accusé, elle n'a pas eu, j'ai pas quand même vu d'accusation dans son discours à l'endroit de l'armée malienne ou autre, mais elle a affirmé qu'il y a eu des exactions, et ça ne vient pas d'elle, ça vient des rapports qui ont été établis, et elle a demandé à ce que l'État se désolidarise de ces actes et que l'État analyse et que l'État fasse des actes. C'était des rapports de l'aménagement, hein? Même si des rapports de l'aménagement sont publics. Et elle peut se baser sur ces rapports. Oui, mais est-ce que son intervention se serait faite dans les locaux de l'aménagement? Est-ce que cela ne traduit pas une sorte de collision, par exemple? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, comment est-ce que les gens interviennent au Conseil de sécurité? Le pays qui préside la réunion du Conseil, c'est ce pays qui peut dire, OK, nous, on veut aussi entendre la société civile. Et ce pays choisit quelqu'un pour inviter cette personne, pour que cette personne partage son analyse. Moi, je suis intervenu. S'il vous plaît. Moi, je suis intervenu au Conseil de sécurité de l'ONU en janvier 2022. Et j'ai été contacté par le pays qui présidait à l'époque, et c'était la Norvège, pour que je partage ma perception par rapport aux jeunes et qu'est-ce qui est prioritaire pour les jeunes et tout. Et là, je l'ai mis dans le cadre du plaidoyer à l'endroit du Conseil de sécurité pour prendre en compte les aspirations et aussi que le Mali ne se retrouve pas être un jeu politique entre les puissances, parce que ce sont eux qui sont là-bas, ce sont eux qui choisissent. Donc, du coup, elle a parlé en fonction de ce qu'elle sait, en fonction de ce qu'elle fait. Maintenant, la pourchasser pour dire elle n'est pas légitime, elle est comme ça, je pense qu'on a d'autres défis qui sont beaucoup plus importants que ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de prendre entre Maliens, et surtout ce qui a été fait, qu'un ministre d'État désigne une personne, une compatriote devant le monde entier pour dire nous ne connaissons pas cette personne, nous doutons de sa crédibilité. Je pense que ce n'était vraiment pas nécessaire. Sinon, il a été dit nous ne le connaissons pas en tant qu'acteur majeur de la société civile. Oui, mais on n'est pas aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas une. C'est une citoyenne malienne. On ne peut pas. Elle a parlé. Moi, je parle. Moi, je parle au nom de la société civile. Ça ne veut pas dire que la société civile s'est mise ensemble pour me choisir. J'ai une association, je dirige une association, je porte une voix. Donc, du coup, personne ne peut m'enlever cette légitimité. De la même manière que quand Loussar parle et qu'il dit qu'il parle en tant qu'acteur politique, il n'a pas besoin que tous les acteurs politiques se mettent d'accord pour dire que Loussar, c'est toi qui va parler. On a bien compris. Donc, non, on a bien compris. Il faut qu'on laisse les gens exprimer leur opinion. La liberté d'opinion, de penser est sacrée. C'est sacré, c'est sur cette sacralité même que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé. Nos invités étaient Adam Diko, directrice exécutive de l'AGICAD, Noum Sarr, président du parti phare, non moins membre du Conseil national de transition, Cheikhna Keita, président du GPS, et Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Regard Croisé.